Donc, je vais commencer. Donc, j'ai un joli titre, ça s'appelle Les victoires volées. Voilà. Donc, il me semble que la première réflexion qui m'inspire ce titre, c'est de réfléchir à l'efficacité de l'arme contentieuse, dans la mesure où il est déjà si difficile de gagner que même si on gagne, finalement, ça ne produit pas l'effet escompté. À quoi bon? À quoi bon, hein? On sera évidemment réticent à user de l'action juridique si on met en balance l'énergie déployée et puis la nullité du résultat, ou la relativité du résultat. Il me semble que l'important aussi de rappeler qu'une association comme la nôtre n'a pas pour seule vertu de s'amuser avec le droit, mais tend vers une amélioration du droit des étrangers. Alors ce joli titre m'inspire d'emblée deux remarques préalables. La première, c'est une interrogation autour du terme de victoire. Au fond, qu'est-ce qu'une victoire? S'agit-il d'obtenir l'annulation de dispositions réglementaires ou de morceaux de circulaires? Est-ce qu'il y a des exigences quantitatives pour parler de victoire? L'annulation peut en effet porter sur un élément accessoire, laissant finalement le problème qui est le cœur principal du litige entier. Danielle Lochac aurait parlé peut-être de petites victoires sans trop d'importance. J'avais préparé avant qu'elle ne parle ce matin. Finalement, elle n'a pas repris l'expression. C'est pas grave, je triche un peu. Est-ce qu'on peut également parler de victoire lorsque finalement l'autorité saisie se borne à rectifier le tir, à donner des lignes d'interprétation, mais ne remet pas en cause le texte lui-même? Bon, c'est bon, hein. C'est charmant, hein. Et puis après tout, est-ce que parfois la victoire, enfin la défaite n'est pas plus intéressante dans certaines circonstances que la victoire, sur le plan symbolique, tactique, politique, dans la mesure où l'objectif est alors d'abord de dénoncer, et dans ce cas-là, de le faire plutôt à plusieurs. Et la deuxième remarque, c'est sur l'adjectif voler, à savoir voler par qui? Est-ce le juge lui-même qui ne va pas au bout de son raisonnement et de son analyse? Est-ce que c'est par le système institutionnel, la juridiction administrative, qui finalement est incapable d'assurer l'effectivité de ses propres décisions? Est-ce que c'est par les auteurs des textes attaqués? On pense évidemment en premier lieu sans doute à ces derniers. Donc mon intervention, donc on reviendra évidemment sur ces questions dans le cadre notamment de la table ronde. Mon intervention s'articulera finalement autour de la seconde remarque, à savoir les auteurs du rapt, entre guillemets. Je vais beaucoup utiliser les guillemets, mais vous ne le saurez pas. Donc le juge d'un côté et le législateur et l'administration de l'autre. Finalement, ça nous permet de décliner différentes hypothèses. On peut les voir comme des façons d'opérer le vol ou le rapt. Et sur cette base, de proposer une forme de typologie des victoires volées. Alors commençons par les victoires volées par le juge. On a repéré trois modes opératoires, si je puis m'exprimer ainsi. Première façon, les violations du droit sont manifestes, la victoire est attendue et pourtant le juge ne trouve rien à y redire. Et effectivement, à plusieurs occasions, le rejet opposé à notre recours a semé le doute sur le travail opéré par le Conseil d'État. Il nous semblait que l'illégalité commise, l'atteinte portée à des principes de valeur supranationale, légale, ne pouvait que conduire à la censure. Ce fut notamment le cas dans une affaire, l'affaire des étudiants irakiens, où la haute juridiction se réfugie, vous vous en souvenez, derrière la théorie des actes de gouvernement pour ne pas annuler une circulaire au contenu manifestement illégal. Une circulaire qui datait de 90 et qui, finalement, pour résumer, interdisait l'inscription d'étudiants irakiens dans une période que vous connaissez, politique. Et donc, cette discrimination manifeste, reconnue d'ailleurs par le commissaire du gouvernement, n'a pas été pointée par le juge parce que ce dernier a estimé, et si je cite un extrait de cet arrêt, « La circulaire n'est pas détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France et échappe ainsi à tout contrôle juridictionnel ». C'est un arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 1992. Cela étant dit, entre-temps, la circulaire avait été abrogée, eu égard justement aux protestations qu'elle avait suscitées. Ça montre bien que les préoccupations affichées sont somme toute assez relatives. De la même façon, il nous semble que le juge administratif ne saurait tout autant admettre par voie de circulaire que l'on puisse reconduire à la frontière, ça a déjà été évoqué ce matin, des ressortissants communautaires au seul motif de leur situation administrative. Alors on a plusieurs fois perdu et le juge persiste ou continue à le dire, mais pour autant cette position nous paraît contestable. Deuxième mode opératoire,
Mais tout ça a été un peu évoqué, je m'en excuse par avance, hein, mais je suis obligée de faire ce travail de typologie. Le fait de réinterpréter un texte pour lui faire franchir le cap de la légalité, ou selon l'expression consacrée, hein, dite déjà plusieurs fois ce matin, afin de vider le texte de son venin. Alors le juge l'a fait effectivement à plusieurs reprises. On a du reste cité une circulaire sur le regroupement familial. Et je voudrais ici peut-être davantage raconter ce qui a été dit dans cette circulaire pour bien comprendre. C'est une circulaire qui date du 15 janvier 1985 et qui dit la chose suivante: l'exigence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille conduit à écarter, je cite, hein, les demandes des travailleurs saisonniers, les étudiants autorisés à travailler, les titulaires d'une autorisation provisoire de travail, etc. Effectivement, la formule semble contraire au décret qui ne les exclut pas, qui n'exclut pas ces catégories citées. Mais selon le Conseil d'État, et je cite un extrait de l'arrêt du 25 septembre 87, les auteurs de la circulaire attaquée n'ont pas entendu édicter une exclusion de principe des personnes entrant dans ces catégories, mais rappeler que leur situation implique le plus souvent qu'elles ne remplissent pas les conditions de ressources acquises. Troisième mode opératoire, déjà évoqué là encore, la lenteur de la justice. Elle pourrait d'ailleurs être aussi imputée à l'État, hein, qui ne met pas les moyens suffisants pour que les affaires soient traitées dans un délai raisonnable. L'affaire Ekin a déjà été évoquée ce matin, décret loi 39, des arrêts assez tardifs, et puis au fond, une décision qui intervient en 1983, une condamnation, pour que le gouvernement finisse par abroger le décret en 2004. D'ailleurs, en fond, ce qui a conduit... oui, petite précision, en fait, l'abrogation était déjà réclamée juste après la libération par une association de résistants. Hein. Et petite précision, ce qui a fait sans doute bouger le gouvernement, c'est plutôt l'astreinte d'ailleurs, hein, qui a conduit le gouvernement à s'exécuter. Alors pour la lenteur de la justice proprement dite, il me semble que les exemples ne manquent pas. Et très souvent, en fait, la décision rendue intervient trop rapidement pour produire des résultats satisfaisants, soit parce qu'elle n'est plus d'actualité. Rappelons-nous, par exemple, l'annulation d'une circulaire Stoléru de 80, qui intervient en 85, au moment où les dispositions sont périmées depuis un certain temps. Ou encore, pas de résultats satisfaisants parce que les effets néfastes du texte sont répandus pendant une longue période et que le mal a été, en tout cas pour partie, fait. On peut prendre pour exemple un arrêt du Conseil d'État de 85 où la juridiction administrative met 3 ans pour annuler une circulaire qui privait les étrangers arrivant en France et non admis à entrer, privait donc ces mêmes étrangers du délai d'un jour franc. On pourrait donner d'autres exemples. Alors on a vu aussi que c'était une situation qui se produisait plus rarement maintenant, pour 2 raisons. D'abord parce qu'a priori le Conseil d'État a moins de choses à faire, donc statue dans un délai plus raisonnable. Et deuxième changement conséquent, l'apparition du référé, hein, avec tous les défauts qu'on lui connaît. Alors bien que cela soit toujours terminé par une défaite, au fond j'avais quand même l'impression que parfois on était un petit peu volé dans un domaine qui est celui de l'éloignement des étrangers. Et notamment, alors c'est un domaine qui m'est cher, moi pour ma part je suis l'auteur de tellement peu de recours que j'ai toujours perdu, donc du coup j'essaie d'en casser de temps en temps, donc j'en ai fait 2 je pense, j'ai perdu à chaque fois. Donc nous avons perdu à chaque fois personnellement, donc c'est de la circulaire, mais j'avais envie d'en parler, la fameuse circulaire qui n'a pas été évoquée, du 21 février 2006 sur les conditions d'interpellation, hein, dont on sait quand même qu'elle met en place un véritable manuel, hein, pour attraper des sans-papiers, donc interpellation à domicile, à l'hôpital, bon, ça à la limite ça se fait pas, mais en tout cas ce qui se fait, qui est écrit dans la circulaire, c'est à la suite d'une convocation au guichet des préfectures. Et effectivement, le commissaire du gouvernement, s'agissant notamment des interpellations opérées à la suite d'une convocation et finalement réalisées grâce à elle, hein, reconnaît combien la formule qu'on retrouve dans cette circulaire est douteuse, mais finalement ne conclut pas dans le sens d'une annulation, laissant le soin, puisque c'est ce qu'il disait dans ses conclusions, laissant le soin au juge de condamner ces pratiques dans le cadre de dossiers individuels. On était plusieurs à contester cette circulaire. En le faisant, le Conseil d'État valide effectivement les méthodes déloyales. Et ce qui était un peu étonnant, alors je ne sais pas quelles sont les relations entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, mais c'est que la veille, la Cour de cassation avait condamné ces mêmes pratiques.
Alors, est-ce un pur hasard? J'aurais pu parler, la seule fois, il me semble, qu'on ait gagné sur le terrain des interpellations, c'est dans l'affaire Bechta, évoquée ce matin par Didier Ligier. Donc en 1995, la Cour de cassation, finalement, donne compétence au juge à l'époque de la rétention, hein, d'examiner la légalité de l'interpellation et de la garde à vue pour décider ou non de prolonger la rétention. C'est une belle victoire, hein, de cet arrêt, mais l'intervention du GISTI a été jugée irrecevable. Donc finalement, elle ne peut pas nous être attribuée, bien qu'on ait beaucoup travaillé sur la question. Alors passons à notre deuxième partie, si je puis m'exprimer ainsi, de notre intervention, des victoires volées par le législateur, cette fois, et l'administration. Donc là, on a des voleurs qui ont plusieurs visages, hein, le gouvernement, le législateur, les préfectures, les organismes de sécurité sociale. Et comme on le sait, hein, il est fréquent que des victoires déjà quand même en nombre limité, on va dire, ne se traduisent pas toujours comme nous le souhaiterions, à savoir par une réaction immédiate de l'État, qui consiste donc à revoir et à corriger sa copie, et, ou, ça dépend des circonstances, en un changement radical des pratiques en cause. Alors là, il y a plus de modes opératoires que dans la première partie, donc c'est un manque d'équilibre. Première hypothèse, l'auteur de la saisine est privé d'une victoire, a priori c'est nous, le texte est modifié ou retiré avant que le juge ait rendu sa décision le condamnant. Alors une fois, effectivement, dans le champ de la protection sociale, il s'agissait d'une circulaire de la Caisse nationale d'allocation familiale qui entendait réduire l'accès au RMI pour aller un petit peu vite à travers les titres détenus par les étrangers pour pouvoir accéder à ce RMI. Une condamnation donc, de cette circulaire par le Conseil d'État en 2003. Mais entre-temps, en réalité, la circulaire litigieuse avait été retirée. Alors c'est sans doute le plus beau des vols ou la plus belle des victoires en réalité. Puisque le seul fait d'avoir formé un recours suffit à convaincre l'administration de corriger son erreur. Mais c'est rare. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples. Deuxième mode opératoire, la résistance indue des pouvoirs publics. Résistance indue des pouvoirs publics, je dirais deux hypothèses en une. Le juge condamne, mais le législateur ne change pas le texte incriminé. Le juge condamne, de rechef, en rappelant les principes, mais ce sont cette fois les pratiques en cause qui demeurent inchangées. Alors, on a vu ce matin le long combat sur les prestations sociales non contributives et cette fameuse condition de nationalité, le temps qu'il a fallu pour qu'effectivement le législateur finisse par supprimer cette même condition en 98, je n'y reviendrai pas. Simplement, je crois que la dernière victoire, c'est un arrêt du Conseil d'État du 14 janvier 98, où dans le texte en cause, il était dit, en gros, vous donnerez aux étrangers quand même l'aide sociale en cause, à condition qu'ils aient initié une action contentieuse. Vous voyez le cynisme quand même de l'administration. Et puis, bien sûr, pour illustrer la deuxième hypothèse en une, ce sont les pratiques qui demeurent inchangées, mais ça, je laisse à Jean-Pierre nous montrer comment, effectivement, assez souvent, la jurisprudence est incapable, n'aboutit pas à réformer les pratiques dans leur durée. On est ici en matière d'asile. Troisième mode opératoire, les actions de contournement ou la parade du législateur. C'est-à-dire que le législateur ne fait pas le mort, mais prend de nouvelles dispositions qui ne satisfont pas aux exigences de la jurisprudence. On pense à deux illustrations bien connues et déjà évoquées. Celle des prestations familiales. Il y a eu une intervention à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, mais pour autant qui ne respecte pas la jurisprudence. Et puis l'exemple du droit à pension pour les anciens combattants et les anciens fonctionnaires de l'État. Je n'en dis pas plus pour ne pas dépasser mon temps. Je n'ai absolument aucune idée du temps qu'il me reste. Quatrième mode opératoire, les tours de passe-passe de l'administration. Je m'explique. Elle va donner une base légale à un dispositif qui en manquait, ou elle livre une interprétation de la jurisprudence qu'elle sait erronée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Deux arrêts, 1er avril et 25 juillet 2008, Anna Fegisti, le Conseil d'État donc, condamne pour partie le dispositif des visas aéroportuaires. Vous vous en souvenez, au motif que les textes ne permettent de l'instaurer que pour les ressortissants de pays déterminés et non pas pour les ressortissants en provenance de certains aéroports. Qu'à cela ne tienne, peu de jours plus tard, le gouvernement change la réglementation
réduisant à néant la jurisprudence, et s'accorde le pouvoir qui lui faisait défaut. Deuxième exemple, toujours sur les visas, l'administration, donc au mépris de la jurisprudence, qui avait condamné les visas sortie-retour, continue à exiger des visas de retour, prétextant que la haute juridiction n'a entendu censurer que les visas de sortie. Donc, nouvelle juridiction, nouvelle condamnation. Cinquième mode opératoire, on retrouve là ce qu'on a déjà vu en première partie, gagner du temps et attendre. Donc, on relèvera souvent le peu d'empressement à respecter les lignes jurisprudentielles. On a vu la lenteur des pouvoirs publics, de la justice, à travers l'exemple du refus d'habilitation du GISTI en zone d'attente. Donc on avait déjà un bel exemple que M. Genevoix nous a bien expliqué. Simplement, après la condamnation, si je me souviens bien, en 2005, donc autorisant le GISTI à entrer en zone d'attente, l'administration a comme mis un certain temps, puisque les cartes de visiteurs sont concrètement arrivées fin septembre 2008. Et puis, pour terminer, je dirais notre sixième mode opératoire, c'est l'art d'écrire des circulaires à l'abri de la censure. L'emploi de conditionnels, de formules un peu alambiquées, où les préfectures pourront ou seront dans la mesure de le plus souvent, etc., fait que le juge administratif considère, il n'a pas d'autre choix, considère la circulaire en cause comme simplement indicative, mais on sait qu'en pratique, les instructions sont bien comprises. Elles sont bien comprises et elles sont suivies. On a comme ça une circulaire du 12 mai 1998 qui disait, concernant l'ancienneté de séjour pour le demandeur et l'ancienneté de séjour en France de la famille, c'est la carte vie privée familiale, lesquelles ne pourraient être qu'exceptionnellement inférieures à 5 ans. C'est-à-dire, on ne demande pas 5 ans, mais quand même, quand c'est moins que 5 ans, vous ne donnerez pas, quoi. Donc, au fond, c'est 5 ans. Sans doute plus, d'ailleurs, en pratique. Enfin, voilà, cette typologie que je voulais vous proposer. Alors, évidemment, on devrait terminer en disant, mais où on va situer dans cette typologie l'arrêt du Conseil d'État de 1978. C'est une victoire, enfin, sur le plan du principe. On a vu que maintenant, c'est un peu éclipsé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, surtout, c'est quand même un principe, une victoire acquise qui doit être relativisée à la lumière des nombreuses limites et restrictions que supporte ce principe. Alors peut-être que finalement, on peut saluer cette victoire en ce sens que c'est cet arrêt qui a permis, qui a assuré au justice sa notoriété auprès des étudiants juristes et que cela peut suffire à notre bonheur. Je vous remercie.